Au tout début de 2026, une onde glaciale secoue la planète. Un avertissement brutal qui ne peut échapper à quiconque scrute le grand échiquier des puissances. Voilà que le Venezuela encaisse aujourd'hui la foudre. Quelle est la faute? Avoir revendiqué contre vents et marées la maîtrise de ses propres richesses naturelles, bousculant ainsi les titans de l'énergie. Dès lors, le mécanisme d'influence se révèle limpide, presque mécanique. Tout État qui a le front de s'opposer aux intérêts colossaux des conglomérats américains est irrémédiablement poussé dans une spirale de pression méthodiquement orchestrée. On commence par des sanctions sévères, on enchaîne sur des coups dans l'ombre, et on finit par brandir la menace d'un conflit ouvert. Et aujourd'hui, l'Iran marche sur la même rampe. Cela dépasse le cadre d'une simple théorie géopolitique abstraite. C'est un modèle d'intervention déjà affûté, une sorte de guide que nous allons décortiquer étape par étape. Le 3 janvier 2026 marque un tournant historique. Les États-Unis déclenchent une opération militaire directe sur le sol vénézuélien. En quelques heures, le président Nicolás Maduro est capturé par des forces spéciales et transféré vers une cellule de haute sécurité à New York, où il doit répondre d'accusations devant une juridiction américaine. Dans la foulée, Donald Trump annonce une intention encore plus lourde de conséquences. Washington administrera le Venezuela. Cette mise sous tutelle doit durer jusqu'à l'installation d'un gouvernement de transition jugé sûr et acceptable. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'un dirigeant prêt à suivre les ordres de Washington soit placé au pouvoir. C'est l'exemple le plus frontal de ce que l'on peut appeler la colonisation moderne, affichée sans complexe au XXIe siècle, sous les projecteurs des médias mondiaux. Le mode opératoire est d'une régularité métronomique. D'abord, on formule une accusation infamante. Ensuite, on construit un alibi juridico-politique pour légitimer l'action. Puis vient l'opération militaire. Et enfin, le couronnement d'un gouvernement de transition. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une tradition. De l'Irak de Saddam Hussein à la Libye de Kadhafi, chaque régime ayant refusé la domination occidentale a subi cette même logique d'effacement. Ces dirigeants avaient pourtant averti le monde, parfois des décennies auparavant. Ces interventions ne visent pas la liberté, mais le contrôle absolu de la politique intérieure et des ressources stratégiques. À commencer par les 8 millions de mètres cubes, 50 millions de barils de pétrole qui dorment dans les cuves vénézuéliennes. Mais aujourd'hui, l'objectif est plus vaste, plus complexe et infiniment plus explosif. L'Iran. Téhéran n'est pas une cible de dernière minute choisie sur un coup de tête. Le plan de démantèlement de la République islamique existe depuis des décennies. Souvenez-vous des révélations de l'ancien général Wesley Clark sur ce mémo interne du Pentagone qui listait 7 pays à abattre en 5 ans. L'Iran trônait en haut de cette liste. Si le plan n'a pas suivi une ligne droite, une constante demeure. L'Iran n'est jamais sorti du viseur des faucons de Washington. Chaque mouvement, chaque sanction, chaque exercice militaire rapproche l'Amérique du dénouement de ce scénario écrit il y a plus de 20 ans. Dans ce chaos organisé, un acteur ressort comme le grand bénéficiaire stratégique, Israël. Ses adversaires régionaux tombent les uns après les autres. L'Irak a été brisé, la Syrie est exsangue, la Libye est un champ de ruines. Tel Aviv voit ses rivaux s'effondrer sans avoir à engager ses propres troupes dans une guerre frontale systématique. Ce projet d'affaiblissement des structures étatiques musulmanes épouse à la perfection les intérêts de sécurité nationale d'Israël. Ne vous y trompez pas, Tel Aviv soutient, oriente et encourage cette dynamique de déstabilisation permanente. Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas été frappé par un tapis de bombes, mais par quelque chose de plus subtil et de plus corrosif, une guerre hybride. Sanctions financières massives, embargo pétrolier, blocage des systèmes bancaires et des transferts technologiques. L'économie iranienne est serrée dans un étau qui ne cesse de se refermer. L'objectif est de transformer la pression économique en une crise sociale insupportable. Lorsque la contestation explose dans les rues de Téhéran ou d'Ispahan, Washington n'y voit pas un phénomène social à observer, mais une opportunité tactique à exploiter.
Des vagues de protestations sont rapportées dans 17 des 31 provinces du pays. Dans la doctrine américaine, un régime perturbé de l'intérieur est un régime plus facile à frapper de l'extérieur. Est-ce de la simple spéculation? Des mouvements logistiques récents suggèrent le contraire. Des rotations inhabituelles d'avions de transport C-17 Globemaster et de canonnières volantes A-C-130J ont été observées sur des bases au Royaume-Uni. L'hypothèse qui circule dans les milieux du renseignement est que ces appareils prépositionnent le matériel d'une unité d'élite ultra secrète, la Castalker. Cette force d'opération spéciale est spécialisée dans la capture de cibles de très haute valeur et les missions clandestines à longue distance. Tout indique que cette unité est en train d'être mise en place pour un scénario d'extraction ou d'élimination chirurgicale sur le sol iranien. Ce schéma militaire est renforcé par une machine médiatique tournant à plein régime. Les gros titres s'uniformisent, les angles d'attaque se ressemblent étrangement. Les images d'émeutes tournent en boucle pour installer l'idée que le régime vacille. Un détail révèle l'ampleur de cette guerre psychologique. Des consignes auraient été données à certains grands médias comme la British Broadcasting Corporation pour éviter le terme « enlèvement » concernant le sort de Maduro et lui préférer celui de détention. L'objectif est de donner une façade de légalité à un acte de piraterie internationale afin de le rendre acceptable pour l'opinion publique à Washington et Tel Aviv. Face à cela, l'Iran ne reste pas muet. Téhéran construit sa propre contre-offensive médiatique. Le régime affirme que la Central Intelligence Agency et le Mossad ne créent pas la colère, mais qu'ils l'instrumentalisent, l'arment et l'orientent. Les services de renseignement iraniens pointent du doigt des comptes sur les réseaux sociaux, comme le compte XMOS, appelant à l'insurrection armée en Perse. Des saisies d'armes à feu neuves dans les zones de trouble et l'arrestation d'agents présumés du Mossad sont présentées comme les preuves d'une ingérence étrangère directe. La question est désormais posée. Assistons-nous à une crise interne ou à la phase finale d'une déstabilisation pilotée de l'extérieur? Au milieu de cette escalade, Donald Trump a choisi d'augmenter la mise. Il a adressé un ultimatum d'une violence inouïe à Téhéran. Si l'Iran utilise la force contre les manifestants, les États-Unis viendront les sauver. Il a utilisé une expression qui a fait froid dans le dos des diplomates. Locked and loaded, verrouillé et chargé. C'est le langage du combat. Le langage d'un président qui annonce que ses troupes ont le doigt sur la détente. Le message est sans ambiguïté. L'option de la guerre n'est plus sous la table. Elle est sur la table, prête à être activée. Après une rencontre au sommet entre Trump et Benjamin Netanyahou, l'alignement entre Washington et Tel Aviv semble total. Pour Téhéran, ce n'est plus de la diplomatie, c'est une déclaration d'hostilité. La réponse de l'Iran a été immédiate. Le passage à l'alerte maximale de niveau 1, c'est le degré ultime de préparation avant le conflit. Les forces armées régulières et les gardiens de la révolution sont désormais en état de mobilisation totale, prêts à répondre à ce qu'ils considèrent comme une menace existentielle imminente. Le ton des chefs militaires iraniens a radicalement changé. Le général Amir Hatami ne parle plus seulement de défense. Il a déclaré publiquement que l'Iran était désormais prêt à frapper en premier si la menace américaine ou israélienne se transformait en action concrète. Pour Hatami, l'Iran de 2026 est infiniment plus fort que celui des décennies précédentes. Il s'appuie sur une infrastructure de défense souterraine que l'on appelle les villes de missiles et de drones. Ce sont des réseaux de tunnels profonds connectés au centre de commandement, capables de saturer le ciel de projectiles sans qu'aucun mouvement ne soit détectable par les satellites avant le lancement. Depuis décembre, les exercices militaires s'enchaînent à un rythme frénétique. La marine des gardiens de la Révolution multiplie les entraînements en conditions réelles. Des systèmes de défense antiaérienne dernier cri, Nawab, Majid et Nizak, sont déployés pour contrer les scénarios de guerre électronique les plus avancés. Le message est clair. L'Iran ne se prépare pas seulement à tirer. Il se prépare à survivre à la campagne aérienne la plus technologique de l'histoire. Et Téhéran n'est pas seul. Des exercices conjoints de grande ampleur ont été menés avec la Russie et la Chine sous l'égide de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le signal envoyé à l'Occident est limpide. Une attaque contre l'Iran pourrait entraîner un conflit impliquant les plus grandes puissances eurasiennes.
L'Iran rappelle à ses adversaires sa capacité de projection. L'opération True Promise 3, qui a visé des cibles stratégiques et la base d'Al-Udeid, est citée comme la preuve que Téhéran peut frapper loin. Mais cette fois, les gardiens de la révolution préviennent. Ils sont encore plus préparés. Leurs stocks sont pleins et leur détermination est totale. Si l'on prend un peu de recul, l'ensemble ressemble à un film dont nous connaissons déjà la fin. À chaque fois qu'un conflit approche, c'est la bataille de la narration qui ouvre la marche. Les médias dominants lissent le terrain, présentent l'escalade comme inévitable et désignent l'Iran comme l'unique source du problème, occultant les décennies de pression et d'étranglement économique. Aujourd'hui, cette machine de légitimation de la guerre est de nouveau en marche. Elle efface le contexte pour ne laisser que l'émotion. Mais cette fois, la réponse de Téhéran n'est plus une simple protestation diplomatique. L'Iran promet une riposte d'une ampleur jamais vue, dépassant tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. La question n'est plus de savoir qui a raison. La question est de savoir si nous assistons à une répétition tragique de l'histoire ou si nous sommes au bord d'un gouffre dont l'ampleur pourrait redéfinir la face du monde.